Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois Geoffroy Brochet, ancien membre de la police nationale. Il est le fondateur de l'Académie de puissance mentale qui forme les coachs à la méthode de préparation mentale. Le parcours de Geoffroy est atypique et riche d'enseignements, car son expérience au sein de la police l'a confronté à des événements peu habituels, qui ont aussi forgé son envie de se mettre au service des autres et de partager des clés pour gagner en confiance et en maîtrise de soi. Ici, on développe comment on peut déployer son plein potentiel, comment on peut avancer vers ses objectifs, ses rêves, sans se brûler les ailes ou se démotiver. Geoffroy nous dévoile sa conception de la puissance mentale pour sortir de la zone de contrôle, de lutte et aller vers une zone de maîtrise dans laquelle on découvre son véritable flow. Très belle écoute à tous. Geoffrey, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans Epion Podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ce qui me passionne, c'est-à-dire la croissance personnelle, le développement humain. Super, alors effectivement aujourd'hui on va parler de pas mal de choses, de confiance en soi, d'épanouissement et surtout de puissance mentale, en référence notamment au livre que tu as publié aux éditions Erol. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais s'il te plaît Geoffrey que tu te présentes pour ceux et celles qui nous écoutent, parce que tu as quand même un parcours qui n'est pas banal et qui est très intéressant, inspirant, donc j'aimerais qu'on commence par là. Ok, alors est-ce que tu as 4 heures devant toi? Non. Alors c'est toujours un exercice délicat, tu sais, de se présenter, parce que la question c'est qu'est-ce que je mets en avant de ma personnalité. Mais avant tout, je suis quelqu'un de passionné par tout ce que je peux entreprendre finalement. Dès que je vais dans un sujet, j'y vais forcément avec passion. Ça a toujours été. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que ce qui me passionnait finalement le plus, c'était, comme je le disais, la compréhension du fonctionnement humain. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils réussissent à déployer tout son potentiel, et à un autre moment, alors que c'est le même humain, eh bien, il met des choses en place qui fait qu'il n'arrive pas à déployer ce potentiel, et parfois même il s'auto-sabote. Et donc, mon parcours, qui, comme tu l'as dit, est peut-être pas forcément classique, mais au moment de choisir justement une voie professionnelle, j'étais à la faculté de droit de Nancy en licence, et là, moi, j'avais un réel problème avec mes émotions. Je tombais dans les pommes à cause de crises d'angoisse. Je me sentais pas bien là où j'étais. J'avais une confiance en moi proche du néant. C'était très très difficile. Et c'est ce qui a finalement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé cette quête, tu sais, de trouver des outils pour moi qui soient efficaces pour gérer déjà mon propre stress, ma propre confiance, ma propre capacité à parler en public. Et au fur et à mesure du temps, j'ai acquis cette boîte à outils, on va dire. Et puis, alors que j'avais prévu au départ d'être professeur des écoles, l'idée m'est venue d'aller dans la police, parce que je me suis dit, mais quoi de mieux que le métier de policier pour comprendre l'humain, pour découvrir l'humain, et puis d'être moi aussi face à des situations tellement stressantes, de me challenger en quelque sorte, et surtout de contribuer à un monde meilleur à ma façon. Tu sais, j'avais envie d'avoir cette action personnelle de contribution. Et donc, j'ai été pendant 15 ans dans la police, à peu près 10 ans en unité opérationnelle, donc sur le terrain, à gérer tout ce que tu peux imaginer lorsque les gens appellent la police. Ça va du simple différend familial au braquage, au suicide, à l'accident de la route, à l'interpellation matinale, surtout sur la fin, quand j'étais sur le terrain, interpellation matinale de personnes très dangereuses. On devait conduire devant la justice. Et puis, à un moment donné, j'ai eu ce besoin de quitter cette partie de la police, et je me suis dirigé vers la formation.
Et donc là, j'ai été spécialisé en tout ce qui était en maniement des armes, en technique d'intervention, en secourisme, et plus précisément en préparation mentale. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance, je dis toujours que j'ai eu la chance parce que, tu sais, c'est un petit peu comme si tout s'alignait finalement. À un moment donné, on me propose un stage qui est de se former auprès des instances militaires à la préparation mentale. Et de fil en aiguille, formation après formation, je suis devenu moniteur en préparation mentale et après instructeur en préparation, donc en préparation mentale. Donc, un instructeur, c'est un formateur de formateurs. Et ce qui était assez intéressant, c'est que j'étais le premier au sein de la police nationale française à être formé par les militaires en préparation mentale. Et par la suite, je me suis rendu compte que ce que je voulais proposer, ça prenait du temps. Tu sais, toutes les institutions, c'est assez compliqué, hein. Pour ceux qui sont dans une institution ou une autre, doivent savoir de quoi je parle. Et là, j'avais envie de m'envoler de mes propres ailes. Et donc, j'ai monté l'Académie de puissance mentale et puis toute l'aventure qui maintenant a débuté concrètement depuis 2018. Donc, et c'est une vraie aventure. C'est quelque chose de passionnant. Magnifique. Qu'est-ce que toi tu retiens justement de ton expérience dans la police? Parce que comme tu l'as dit, tu as été exposé à des événements qui sont difficiles, auxquels on n'est pas tous exposés. Mais qu'est-ce que tu retiens sur justement la gestion du stress et de l'anxiété qui en fait peut nous aider, nous, dans nos quotidiens, tous nos quotidiens en fait? La meilleure clé, ou en tout cas la meilleure chose à faire, c'est d'apprendre à se connaître très finement. Pourquoi je te dis ça? Parce que je pouvais intervenir sur une intervention, le type d'intervention sur lesquelles j'étais déjà intervenu des dizaines et dizaines de fois, sauf que ma capacité de réaction était parfois très différente. En raison de ma fatigue, en raison de mon stress, en raison des événements personnels que j'avais pu vivre, et puis aussi suite à différentes interventions, tu sais, qui avaient cumulé stress, fatigue, etc. Et je me rendais compte qu'en fait, un même type d'intervention, je pouvais réagir d'une façon différente parce que mon niveau émotionnel était différent, ma capacité d'analyse était différente. Et donc, forcément, quand tes émotions, ta capacité d'analyse et de discernement est différente, alors tes actions sont différentes. Donc, ça a été vraiment pour moi quelque chose qui m'a particulièrement intéressé. Tu sais, je vais donner un exemple concret. J'ai été confronté à des dizaines et des dizaines de fois à des personnes décédées. Et puis une fois, pas fait comme un autre, j'avais pourtant pas quelque chose de pas sanglant et quoi que ce soit, hein, mais à un moment donné, je me suis senti la tête qui tournait, pas bien, tu vois, alors que d'apparence comme ça, rien ne faisait que j'ai ces émotions, sauf que mon inconscient, lui, il avait peut-être capté une scène, enfin quelque chose dans l'environnement qui me rappelait quelque chose de personnel. J'avais peut-être un niveau de fatigue élevé, j'avais un niveau de stress cumulé qui était important. Donc tout ça pour dire que finalement, dans la vie, et ça j'ai appris ça, c'est que rien n'est acquis. Par contre, ce qui va être important, c'est d'apprendre à rapidement se réguler. C'est-à-dire que c'est pas grave d'avoir du stress, c'est pas grave de baisser en confiance, c'est pas grave d'avoir peur, mais ce qui peut être problématique, c'est de rester dans ces états qui ne sont pas bons pour nous à court, moyen et long terme. Et puis, tu sais, quand je te dis ça, c'est que finalement, rien n'est acquis, mais c'est ce que j'ai aussi appris de la police, c'est que tout peut basculer en une fraction de seconde. Personne n'est épargné par ça. Quel que soit ton statut social, quelle que soit ta situation personnelle, j'ai vu des gens qui avaient des fortunes incroyables connaître un accident qui était qui leur tombait sur le coin du nez comme ça, d'autres qui n'avaient rien et qui vivaient aussi des malheurs. Et tout ça, tu sais, ça m'a appris finalement à profiter pleinement de ce moment présent. Parce que on le sait tous qu'à un moment donné, on passera de l'autre côté de la porte, a priori, sauf si les gens qui nous écoutent aujourd'hui le découvrent, mais en tout cas, on a tous une espérance de vie qui est déterminée. Et quand tu as conscience de ça, quand tu es confronté à ce genre de situation quotidiennement, moi en tout cas, parce que je vois beaucoup de policiers qui n'avaient pas forcément cette analyse-là, mais moi c'était mon analyse personnelle, je me suis dit, je ne peux pas cumuler les journées sans que ces journées soient exceptionnelles. Alors, évidemment, c'est un objectif. Est-ce qu'il m'arrive parfois de terminer aujourd'hui ma journée en me disant « ça a été une réelle journée de merde ?» Bien sûr. Et c'est normal que les gens ne culpabilisent pas s'ils m'entendent parler en disant oh, « mais moi, je ne considère jamais que ma journée est exceptionnelle. » Mais en fait, la vraie question, c'est comment je peux faire que ma journée
mes heures soient exceptionnelles. Exemple, là, je suis avec toi en épisode, je ne suis qu'avec toi, à 100%. Je donne le meilleur de moi-même. Peut-être que certains apprécieront, peut-être que certains n'apprécieront pas, et c'est OK. Mais le principal, c'est de vivre chaque instant du mieux possible. Et ça, c'est la grande leçon que j'ai pu en tirer de ces 15 ans d'expérience, tu vois. Rien n'est acquis réellement. Et les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je vous invite comme ça à faire un parallèle à ce que vous vivez peut-être en ce moment et vous poser cette question. Tiens, est-ce que j'ai tendance à vivre ma vie un petit peu comme voilà, de façon automatique, un peu si on était comme dans un train où on voyait le paysage défiler sans avoir trop la main mise dessus? Ou alors est-ce qu'au contraire, j'ai le sentiment de vivre des moments de qualité? Quand je suis avec quelqu'un, je suis 100% avec cette personne. Quand je ne fais rien, je ne fais rien à 100%. Quand je suis dans mon travail, je suis à 100%. Il y a de fortes chances que la réponse soit non, et c'est pas grave, mais comment je fais pour recalibrer ça et faire en sorte que chaque moment que je vis soit vécu le plus intensément, mais en tout cas d'une façon la plus présente possible. Tu as dit tout à l'heure, c'est un objectif. Justement, qu'est-ce qui fait que, selon toi, certaines personnes se fixent des objectifs et elles vont les atteindre, mais au prix d'un épuisement et d'une fatigue extrême, voire burn-out, que certains vont pas du tout y arriver et que pour d'autres, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile d'atteindre justement leurs objectifs? Alors déjà, il y a encore une fois la connaissance de soi, hein. Certains vont apprendre, se connaissent bien et savent quand ils vont être au bord du craquage ou pas. Et bon, après, il y en a qui se connaissent très bien et pour autant, ça les empêche pas d'éviter ces craquages tout simplement parce que ils freinent pas tout simplement et ils continuent à accélérer. Tu sais, un petit peu comme si tu avais sur ton tableau de bord des voyants rouges qui continuaient à s'allumer et que tu continues à accélérer. À un moment donné, chacun prend sa responsabilité. Mais par rapport à ta question, la première chose qui fait que certaines personnes atteignent plus facilement les objectifs que d'autres, je me suis posé longtemps cette question-là. Parce que beaucoup de personnes se fixent des objectifs, certains y arrivent facilement, d'autres moins facilement, et certains, même quand c'est difficile, eh bien, tu as le sentiment qu'ils sont allumés, allumés comme des sapins de Noël, et ils avancent de plus en plus. Plus c'est difficile pour certains, et plus ils auront cette conviction qui est puissante. Et je pense, c'est moi, j'en suis convaincu, et je l'écris d'ailleurs dans mon livre, tout part du sens. Plus la personne aura un objectif de sens versus un objectif de but, plus il sera animé par le chemin qu'il doit accomplir. Ça veut dire qu'au final, cet objectif-là, au lieu d'être un objectif quand je dis un objectif de but, c'est vraiment un objectif, tu sais, pour faire. Juste, je fais. C'est bon, j'ai coché. J'ai fait un voyage à New York. Alors c'est faire ou avoir, j'ai fait telle chose, j'ai eu tel diplôme, ok, j'ai checké sur la liste. Versus l'objectif de sens, c'est quelque chose qui m'anime profondément. Mon objectif qui a du sens pour moi d'aller à New York, c'est d'aller m'inspirer de cette ville, d'y aller et de nourrir chacune de mes cellules par ce qui se passe dans cette ville. Et là, on est poussé par quelque chose de plus grand que nous. Et d'ailleurs, j'en parle dans le livre Puissance mentale aux éditions Erol. Moi, ça a été ma quête au départ. Je me suis dit, mais comment ça se fait que certains arrivent à atteindre des objectifs, tandis que d'autres qui ont pourtant rien comme ça d'apparence pour eux, y arrivent ou certains n'y arrivent pas. Enfin bref, c'était un peu le bordel, on va dire. Dans ce que je pouvais constater, je me suis dit, mais il y a forcément un truc. Et là, j'ai pris de la hauteur et je me suis dit, en fait, c'est le sens. Et c'est vrai que le Dr Frankl, donc c'est un psychiatre autrichien qui a survécu des camps de la mort. Donc c'est ça. J'admets, c'est quelque chose un peu glauque, soit dit en passant. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a permis vraiment de prendre de la hauteur. Et j'ai compris que dans ses écrits, notamment son titre « Trouver du sens à sa vie grâce à la logothérapie », quelque chose comme ça. En lisant son livre, à un moment donné, il dit que les personnes qui réussissaient à sortir de ces conditions extrêmes, c'était des personnes qui n'étaient pas forcément les plus costauds, pas forcément les plus grands, les plus gros, ceux qui avaient des réserves ou autres, c'est ceux qui avaient du sens dans leur vie. Et là, pour moi, ça a fait tilt. C'est-à-dire que si tu es en mesure de trouver du sens dans ta vie, quand tu es dans des situations extrêmes comme celle-là, et que ça te permet de sortir de ces conditions extrêmes, autant te dire que dans une condition de vie un peu plus normale, on va dire, si tu réussis à trouver ce sens-là, ça va te permettre d'avancer et surtout de continuer à avancer, quelles que soient les embûches que tu rencontres.
Parce que le problème que chez beaucoup de personnes, c'est qu'au départ, ils se fixent un objectif. Il y a cet effet un peu lune de miel. Tu sais, un petit peu comme quand on prend une bonne résolution du nouvel an. Ouais, c'est génial, je vais me mettre à la course à pied, je vais reprendre ma condition physique en main, je vais quitter ce job qui ne me convient plus, voilà, aller dans certaines associations, etc. Et puis, le temps passant, on se rend compte que de plus en plus abandonnent leurs objectifs. Parce que c'est cette lune de miel. Au départ, tout est beau, tout est rose, même dans les relations, c'est pareil. Et puis ensuite, quand on se rend compte que les challenges commencent à arriver, c'est là qu'il va être intéressant de voir à quel point tu es aligné par rapport à ton objectif, à quel point cet objectif a du sens. Quand je dis aligné, c'est pas le tout de dire « Oh, je le sens bien, je sens que ça me fait vibrer ». Ok, être aligné, quand tu es tellement convaincu que ça a du sens pour toi, même si on te dit que ce que tu fais, c'est de la merde, même si on te dit que toi-même, tu es une grosse merde à faire cet objectif-là, tu continues à avancer. C'est des mots qui sont peut-être durs, mais tu sais, moi, quand j'ai commencé l'aventure puissance mentale, au tout début, je me souviens, j'ai eu des gens, même ce qui peut paraître un peu étrange, mais des, entre guillemets, amis, qui ne le sont plus maintenant, évidemment, mais qui ça a le mérite d'être clair, qui m'ont dit « Mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu te mets en avant sur les réseaux ? Mais t'es un gourou, en fait. » Sauf que eux n'avaient pas compris le sens que moi j'apportais à ce que je diffusais sur les réseaux. Oui, on me voyait en photo, je mettais des citations, je faisais des vidéos complètement imparfaites. Mais pour moi, ça m'animait tellement de me dire que si je pouvais aider une personne, tu sais, c'est un peu cliché ce que je dis, mais si tu peux aider une seule personne, que ça lui donne de la lumière dans ses yeux, si ça lui redonne du sens dans sa vie, moi, à ce moment-là, j'ai rempli mon job. Et eux étaient juste en mode observateur sur Geoffrey se met en avant sur les réseaux. Tu vois ? Et eux, ils avaient en observation juste cet objectif de but. Et ils ne voyaient pas le sens qui m'animait profondément à partager tout ça. Et à un moment donné, je me suis d'ailleurs posé cette question, qui est-ce que j'ai envie de côtoyer ? Qui est-ce que j'ai envie, avec qui j'ai envie d'échanger ? Qui est-ce que j'écoute ? Et là, certains amis, pourtant de longue date, à force d'être avec eux, je sentais que mon énergie diminuait, mon énergie baissait, mon estime personnelle baissait aussi. Je me posais beaucoup de questions. Je me disais, est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que je ne suis pas à ma place ? Et à ce moment-là, ça a été très difficile pour moi, parce que moi, je suis quelqu'un qui a des principes de fidélité, d'engagement. Tu sais, c'est très puissant chez moi. J'ai un côté famille très important. Ça fait plus de 25 ans que je suis avec ma femme, tu vois, donc ça permet aussi de montrer ça. Mais c'était dur pour moi de dire stop à ces relations qui, pour moi, étaient toxiques. Mais elles étaient vitales. D'ailleurs, tu le dis dans ton livre, tu dis que justement l'extérieur influence beaucoup un peu notre écologie intérieure en bien ou en mal, et que c'est important de bien s'entourer. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment se défaire du regard des autres ? Est-ce qu'on peut apprendre à se libérer de ça ? C'est une vraie question. Il y a la théorie et il y a la pratique. En théorie, les gens vont dire, moi, le regard des autres, peu importe. Ok, si le regard des autres t'importe peu, prouve-le. Prouve-le déjà à toi-même. Est-ce que quand tu vas dans la rue, est-ce que quand tu parles de tes projets, est-ce que quand tu veux lancer quelque chose, observe-toi bien, et est-ce que justement le regard des autres n'impacte pas qui tu es et ce que tu as envie de faire ? Pour moi, si je devais donner une réponse, c'est illusoire de vouloir se détacher complètement du regard des autres, parce que quelque part, ça a aussi son utilité. Donc se dire, je veux me détacher à 100% du regard des autres, pour moi, ça n'a pas forcément grand intérêt. Par contre, je veux me détacher au maximum de la toxicité que peut avoir le jugement des autres, les paroles des autres, les comportements des autres. Ça, c'est intéressant. Et pour moi, c'est un objectif qui est plus atteignable. Donc là, l'idée, ça va être, comme on en parlait en début d'épisode, dès que je vois que le regard des autres m'impacte, que les jugements des autres ont tendance à impacter mes actions, comment je fais pour m'en détacher le plus ? Donc là, ça peut être tout simplement faire des exercices de méditation, tu sais, qui apprennent à garder le focus, qui permettent justement de se recentrer. Mais aujourd'hui, tu sais, j'ai côtoyé énormément de personnes, des personnes qui sont dans des groupes d'intervention, qui ont risqué leur vie, des gens qui sont des conférenciers internationaux, des gens qui gèrent des entreprises avec des milliers de personnes.
des politiques français aussi à qui j'ai déjà échangé, et le regard des autres les impacte. Et en plus, plus tu vas être fatigué, plus tu vas être stressé, plus voilà, ton énergie sera, on va dire, basse, et plus tu auras cet environnement, s'il est toxique en tout cas, qui va pouvoir t'impacter. Mais attention, ce qui est important, Amira, aussi de prendre en considération, c'est qu'il y a une différence entre les gens me disent ça, les gens agissent comme ça, et je pense que les gens pensent qu'ils pensent. Oui, parce qu'on parfois on interprète beaucoup aussi les réactions des autres en se disant tiens, il pense ça de moi, c'est pour ça qu'il a fait ça, et parfois on se trompe complètement. J'ai envie de te dire même la plupart du temps. Parce que concrètement, tu sais, c'est un petit peu comme quand tu arrives dans une pièce où des fois les gens qui manquent d'estime d'eux se disent oh, tout le monde me regarde. Alors qu'en fait, tout le monde s'en fout de toi. Ils se moquent de toi en fait. Mais ils se moquent dans le sens que tu sois là ou pas, peu importe. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu as un bouton sur le front, tu as l'impression qu'il n'y a que ça qui existe. Alors que tu vas dire à un de tes proches, oh là là, j'ai un bouton, oh, je ne l'avais même pas vu. Et toi, tu as l'impression que c'est un gyrophare que tu as sur le front, tu vois. Alors qu'en réalité, non, les gens, ce qui les importe le plus, ce qui leur importe le plus, c'est eux-mêmes. Et ça, c'est, selon moi, la base pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir évoluer. C'est de parvenir à se détacher de ce que peuvent dire ou penser les autres. Et plus les gens vont être proches de nous, et donc il va y avoir un côté émotionnel, et plus ça demandera des efforts de notre part. Parce que les actions sont simples à mettre en place. C'est simple, c'est pas compliqué, c'est simple. Mais ça demande des efforts. Quand je dis c'est simple, c'est tout simplement de se positionner, de dire les choses. Et le dire avec calme et assertivité. En disant, bah, écoute, moi là aujourd'hui, j'ai le sentiment que notre relation, elle n'est pas saine pour moi en tout cas. Merci pour tout ce qu'on a passé ensemble, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Et là, tu vois, ça te permet, toi, de poser, de dire, de voir à quoi tu dis oui, à quoi tu dis non. Et ça peut être aussi se détacher aussi du regard des autres, mais je pense à l'addiction qu'on peut avoir au fait que les jeunes nous fassent des louanges, d'avoir un public, parce que la notoriété, elle est aussi très éphémère. Un jour, on est regardé, puis le lendemain, on n'est plus regardé. Est-ce que c'est aussi utile de faire en sorte que la valeur qu'on perçoit de soi est liée à celle que les autres ont de nous, en fait ? Au-delà d'être utile, c'est vital. Parce que plus tu vas être addict aux valorisations, aux validations des autres. Mais tu sais, dans notre société actuelle, ça se traduit par combien j'ai de likes, combien j'ai de vues, combien j'ai d'écoutes. Plus tu vas être addict à ça, plus quand la personne va dire quelque chose de négatif sur toi, plus ça va te détruire. Parce qu'en fait, ça manque de maîtrise. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprécier quand les gens te valorisent, mais ok, c'est cool, ça valide que je suis sur le bon chemin. À un moment donné, moi, j'ai une de mes étudiantes qui me dit, Geoffrey, c'est assez drôle parce que bon, tu es hyper proche de nous et on sent que tu es quelqu'un qui a du cœur, qui a de l'authenticité, tu sais, c'est leur mot. Hein. Moi, on parle carrément de famille, puissance mentale. Je dis, mais je trouve ça étonnant parce que quand on te fait des compliments, bah, alors tu es content de les recevoir, mais tu sens pas non plus super content. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, mais justement, moi, mon objectif, c'est de prendre ces compliments-là. Évidemment que ça me fait plaisir, évidemment que ça me nourrit, évidemment que ça me fait vibrer, mais pas tomber dans l'addiction. Parce que sinon, si tu es addict à ce genre de comportement, de témoignage, le jour où quelqu'un va te critiquer sur les réseaux, tu vas tomber plus bas que terre. Tu sais, ça fait un peu comme l'élastique. Si tu tends l'élastique vers l'addiction aux commentaires positifs, quand tu vas relâcher ça, ça va aller dans l'autre sens et ça va être compliqué pour toi. Donc, pour moi, il est fondamental, surtout aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, d'être très vigilant à la dopamine que nous procurent les réseaux sociaux. J'ai des commentaires, j'ai pas de commentaires, voir l'impact que ça a sur soi et justement rester maître de soi-même en réalité. D'où l'importance de revenir au sens de pourquoi je fais ça en fait. Je le fais pas pour les autres, je le fais avant tout pour moi et pour ce que j'ai envie d'apporter au monde. C'est ça. Avant tout, comme tu le dis, je le fais déjà pour moi. Certains vont dire c'est égoïste. Bah non, c'est la base. Parce que si tu le fais déjà pour les autres, à un moment donné, tu vas être tellement dans je le fais pour les autres et j'ai pas de retour, donc ça marche pas, je suis moins que rien, etc. Alors que si tu le fais pour toi,
Moi, quand je fais une vidéo sur les réseaux, je regarde la vidéo et je me dis, je suis fier de moi. Parce que la façon dont je m'exprime, la façon que je communique mon idée, la façon dont c'est cool. Parce qu'il y a de ça 2 ans en arrière, j'aurais pas été capable de faire ça. Peut-être que dans 2-3 ans, quand je vais regarder la vidéo, je vais me dire, ouais, j'étais quand même en deçà du niveau que j'ai actuellement. Mais ça, c'est OK. Tu vois, la vidéo là, je la fais pour moi, dans le sens où ça m'anime d'aider les gens. Et ensuite, si j'ai des likes, des commentaires, cool, pas cool, c'est autre chose. Maintenant, je dis pas que un commentaire négatif ou un commentaire un peu assassin comme ça, je vais pas dire que ça me touche pas. Oui, c'est jamais agréable de toute façon. C'est jamais agréable. Mais après, tu me demandais par rapport à mon expérience police, quand tu es policier, c'est du quotidien, tu te fais insulter, tu te fais violenter, donc au final, tu sais, des menaces de mort, j'en ai déjà eu des dizaines. Je suis déjà allé plusieurs fois au tribunal pour des violences que des personnes avaient fait à mon encontre. Donc tu sais, c'est pas un commentaire sur les réseaux qui vont me faire trembler, quoi, tu vois. Mais c'est jamais agréable non plus. C'est ça que je veux dire, tu vois. C'est pas agréable. D'ailleurs, dans ton livre, j'ai lu cette phrase, si je la reprends bien, tu dis faut être égoïste avant d'être altruiste. C'est un peu ce que tu décris, en fait. C'est exactement ça. Et ça, encore une fois, quand je l'écris dans le livre, c'est facile. Mais quand j'ai envie, tu sais, dans mon quotidien, après une journée un peu compliquée, des fois, je dis, tiens, j'irais bien me balader, parce que moi, j'ai cette chance d'habiter près de la mer, près de l'océan, je suis en Bretagne. Et des fois, je me dis, tiens, là, j'ai besoin d'aller me promener, d'aller prendre l'air. J'ai une journée assez chargée. Et puis là, je vois que les activités du quotidien avec les enfants, la famille sont bien présents. Et je me dis, mais si je pars tout de suite là, entre guillemets, je risque d'être un mauvais père de famille. C'est des croyances, évidemment. Mais tu vois, il y a je reviens à moi, je me dis, OK, de quoi j'ai réellement besoin? Et dans ce cas-là, je ne vais pas dire que je fais un compromis, mais peut-être qu'au lieu de partir 1 heure, eh bien, je dis à ma femme et mes enfants, écoutez, je vais juste prendre l'air pendant 20 minutes parce que j'en ai besoin. Et en étant égoïste comme ça, sorte d'égoïsme finalement, ça me permet, quand je rentre, d'être dans un autre état d'esprit. Je suis libéré de cette charge mentale, je me sens mieux et finalement, la qualité relationnelle va être complètement différente. Alors que si j'étais resté là, avec cette partie de moi qui me disait « j'aurais dû aller me promener » et puis j'y suis pas allé, tu sais, c'est un peu inconsciemment, des fois, je vais leur faire payer le fait que je ne sois pas allé me promener. C'est vrai que c'est pas cool de faire ça, mais des fois, inconsciemment, on peut se mettre à crier, on peut ne pas être d'accord avec les choses, dire oui, moi, j'aurais préféré aller me promener. Tu sais, on tourne dans des trucs qui sont pas sains, en fait. Alors que si tu dis, OK, moi, je vais me promener, je prends 20 minutes, c'est OK pour tout le monde? OK, parfait. Tu reviens, c'est vachement mieux. Et ça, c'est une sorte d'égoïsme, et au final, c'est simple à faire, et aussi, ça demande des efforts, parce que, d'ailleurs, moi-même, ma femme me dit, des fois, Geoffrey, sois un peu plus égoïste, quoi. Parce que j'ai tendance, c'est pour ça que je suis dans l'accompagnement, j'ai tendance à vouloir, tu sais, puis je suis aussi un peu papa poule, un peu beaucoup même, vouloir déjà aider les autres, sauf que j'applique ce que je propose, c'est-à-dire que je me traite en première classe. Et c'est prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, mais c'est très sain, ouais. C'est ça, exactement. Alors, je te propose qu'on parle un peu de puissance mentale, puisque c'est quand même effectivement le titre de ton livre. Alors déjà, donc c'est le titre de ton livre qui intrigue de prime abord, et toi tu dis il y a une différence entre la puissance du mental et la puissance mentale. Je pense que c'est pas évident. Est-ce que tu pourrais nous réexpliquer justement la distinction entre les deux? Tout à l'heure, quand je te disais que ma quête, c'était de comprendre un peu même beaucoup le fonctionnement des personnes, je me suis rendu compte que certains atteignaient des objectifs qui s'étaient fixés, un peu comme là, on a eu récemment les Jeux Olympiques, où certains sont médaillés, ont atteint des beaux objectifs qui s'étaient fixés depuis des années. C'est pareil pour des entrepreneurs qui se sont fixés un chiffre d'affaires bien spécifique, habiter à un endroit, avoir une équipe, etc. Et se sentent complètement cramés. Et là, j'ai observé que ces gens-là fonctionnaient en mode mental, en mode conscient. Ça veut dire qu'ils se fixaient des objectifs sans prendre en considération ce qui les animait profondément. Donc là, être en mode mental, ça veut dire que tu te dis, allez, je me fixe de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Je me fixe d'être number one aux Jeux Olympiques. Et t'y vas coûte que coûte.
qui va sans prendre en considération ta propre personne. Tu t'oublies. Et au final, tu arrives, tu as atteint ton objectif, mais tu es mort, tu es rincé. Alors que si tu te connectes à cette puissance intérieure, ce qui fait que finalement, on est connecté à cette puissance mentale, on va déjà voir ce qui nous anime profondément, dans quel état on est aussi. Ça permet une meilleure gestion, ça permet aussi un alignement, parce que combien de personnes j'ai vu aussi se fixer, on parle d'entrepreneurs là, des chiffres d'affaires et autres, mais pour faire un peu comme les autres, pour s'identifier à certaines personnes. Alors qu'en réalité, quand je leur pose la question, ouais, ok, mais tu veux faire un chiffre d'affaires comme ça, mais j'ai une question à te poser. Ce chiffre d'affaires-là, il va te permettre quoi finalement? Il va te permettre d'être qui? C'est quoi le sens que tu as derrière ce chiffre d'affaires? Et parfois, c'est des questions qui font bugger les gens parce qu'ils sont juste en mode mental. Ils ne sont pas connectés à leur puissance intérieure. Tu sais, cette part inconsciente, certains diront, on se connecte à notre âme en fait. Et moi, j'ai vu des gens faire 50 000 euros de chiffre d'affaires, d'être beaucoup plus heureux que certains qui généraient des millions de chiffres d'affaires. Parce que, en générant 50 000 euros de chiffre d'affaires, qui est déjà un très beau chiffre d'affaires, ça leur permettait d'avoir un style de vie qui leur convenait. Ils avaient une maison qui leur convenait, des horaires qui leur convenaient, une qualité de travail qui leur convenait. Alors que d'autres, qui ont fait des millions de chiffres d'affaires, ils avaient une équipe à gérer, ils avaient des deadlines à respecter, et là, ils s'épuisaient à la tâche. Et là, ils étaient en mode mental, juste en mode mental. Ils se coupaient de leurs émotions, ils se coupaient de leurs ressentis, ils se coupaient de tout ce qui les animait profondément, et ils se sentaient même paumés. Moi, j'ai vu des gens, et ça, c'est une histoire vraie, une personne qui générait plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires pleurer devant moi parce qu'elle n'arrivait plus à se payer et qu'elle était en train de travailler pour payer les gens qui travaillaient avec elle. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et donc là, l'idée, c'est où à un moment donné, tu as continué à avancer. Quand je dis en mode mental, c'est un petit peu en mode, tu sais, un peu comme un âne courrait après une carotte, quoi. Ça n'a plus de sens pour toi, mais tu fais parce que tu fais, tu agis, et tu vois, tu es un peu aspiré dans une sorte de vortex. Et à quel moment tu as perdu cette connexion à ce qui t'anime profondément? Parce que peut-être qu'au départ, tu t'es dirigé dans cette voie en disant que c'était bon pour toi. Tu allais vivre la vie de tes rêves en réalité. Et donc, de se reconnecter à ce qui est important pour soi, à se reconnecter à ses besoins, c'est aller se connecter à cette puissance intérieure. Je terminerai juste par ça. Moi, cet été, comme je te le disais en off avant qu'on enregistre, c'est toujours un moment où je prends de la hauteur par rapport à ce que je fais, par rapport à mes actions, par rapport à mes projets. Et je me dis, OK, est-ce que ce que je propose là, ça m'anime encore profondément? Est-ce que ce que je propose là, je serais prêt à le faire encore pendant 30 ans? Si la réponse est non, c'est OK, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux recalibrer? Qu'est-ce que je peux rajouter peut-être comme ingrédient subtil? Tu sais, à un moment donné, j'étais parti justement dans cette course à développer mon entreprise, mon académie. Il y avait du monde et tout. J'avais une équipe, une équipe de superviseurs, de master coach. Wow. Et j'en devenais plus un manager qu'un coach et un formateur. Et j'en perdais mon âme. Je comprenais pas parce que ça fonctionnait bien. On avait plein d'étudiants. La trésorerie était géniale. Tout roulait. Sauf que moi, j'étais rincé et je prenais plus de kiff dans ce que je faisais. Donc, ça, c'est quand ta puissance intérieure est connectée à ton mental, un petit peu comme si ce moteur-là était connecté au mental qui est la tour de contrôle. Quand les deux sont connectés, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle aligné, ça a du sens pour toi et tu deviens inarrêtable, tout en respectant qui tu es, sans perdre ce qui est important pour toi. Quand tu dis en respectant qui tu es, c'est-à-dire effectivement maintenir une forme d'harmonie et de bien-être, parce que là, ce que tu évoques, ne pas se cramer, tout ça, c'est aussi savoir quels sont ses besoins, son bien-être, le temps que j'alloue aussi à ma personne, à ma famille, enfin, respecter une forme d'équilibre qui fait que je vais aussi être épanouie, parce que l'épanouissement, c'est pas juste le sens de pourquoi je fais cette chose, c'est aussi tout ce qu'il y a autour, finalement. Et parfois, on a tendance à l'oublier, c'est-à-dire que le sens, c'est pas juste le sens individuel. C'est ça, c'est-à-dire que l'équilibre, parce que
c'est toujours la même personne c'est une systémique, c'est la même personne qui est au centre de tout finalement. La recherche de l'équilibre entre vie pro, vie perso, c'est aussi un idéal. Et l'idée, c'est d'harmoniser du mieux possible. On fait du mieux qu'on peut. Sans culpabiliser, sans se dire je suis un mauvais père, une mauvaise mère, si je suis pas avec mes enfants, si je suis pas avec mon mari, avec ma femme, etc. Et c'est propre à chacun en plus. Et c'est propre à chacun. C'est propre à chacun et c'est propre à chaque relation. C'est-à-dire qu'il y a des relations de couple, les gens ils se voient une fois dans la semaine et c'est OK. D'autres ont besoin de se voir toutes les heures, quoi. Tu vois, donc c'est vraiment propre à chacun et ça répond à ses propres besoins. Donc là, effectivement, ça demande une prise de hauteur par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qui est important pour nous, dans quelle énergie on est. Et souvent, il y a le facteur kiff qui est important. C'est de regarder à quel point on prend du plaisir dans sa vie. Moi, j'ai vu des athlètes olympiques que j'ai accompagnés ne pas réussir en compétition tout simplement parce qu'ils prenaient plus de plaisir dans ce qu'ils réalisaient. J'ai vu des gens faire depuis des années et des années un sport qui, au départ, les animait profondément et là, aller s'entraîner un peu comme des robots. Et tu sais, c'est ce qui m'est arrivé à un moment donné quand j'étais dans la police. J'avais tout d'apparence pour être heureux, un salaire confortable, un statut qui était cool, voilà, une reconnaissance sociale, mais j'étais plus animé par ce que je faisais. J'avais cette flamme intérieure qui diminuait et je ne prenais pas soin de moi finalement dans ces moments-là. Donc, il a été important pour moi de prendre de la hauteur et puis après de mettre des actions en place pour changer tout ça. Est-ce que c'est pas savourer aussi le chemin, le présent, ce qu'on est en train de faire et pas tout le temps être dans la projection de l'objectif, de ce qui va nous arriver après, qu'on a tendance à perdre aussi aujourd'hui malheureusement dans nos sociétés. Parce que oui, et c'est important de faire ça et c'est aussi prendre sa responsabilité par rapport à ça parce que comme tu le dis, la société, elle est ce qu'elle est et cette société, elle aurait tendance à nous aspirer vers des choses qui ne sont pas bonnes pour nous j'allais dire à court, mais surtout à moyen et à long terme. Quand moi j'entends des gens dire oui mais j'ai pas le temps de faire une formation, j'ai pas le temps, mais regarde le temps que tu restes à scroller sur les réseaux. Imagine si ce temps-là tu le passais à te former. Mais se former, ça peut être autant faire des formations payantes, mais écouter des podcasts comme tu proposes. Il y a plein de choses gratuites, mais se demander comment je peux élever mes compétences, comment je peux élever mes connaissances. Parce que concrètement, on est en train d'aller vers une société et quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un vieux con, mais quand on va dans une société, tu sais, où on est en train de créer des moutons. Productiviste un peu. C'est ça, où les gens scrollent à longueur de temps sur les réseaux, ils se rendent même pas compte qu'ils ont passé 2 heures et ils ont, pour pas tous évidemment, mais heureusement, parfois on peut avoir tendance à avoir un avis qui est juste coloré de l'avis général, on en oublie sa propre identité. Et moi le premier, quand j'ai fait des vidéos, quand je propose des choses sur Internet, j'ai tendance à parfois me laisser aspirer par ce que font les autres. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que moi j'ai envie? Qu'est-ce qui m'anime? Tu sais, à un moment, c'était tout bête, mais moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai une casquette sur la tête. Tu sais, c'est le côté un peu sportwear. Tu sais, moi, je suis très, très cool, très décontracté. Et à un moment donné, je me dis, mais pourquoi je ne ferais pas des pubs avec une casquette? Qu'est-ce que j'en ai à faire, en fait? Si c'est moi. Tu viens me voir dans ma vie privée, j'ai des fois la casquette en arrière, la casquette en avant, ça dépend de l'orientation du soleil de toute façon. Mais tu sais, je suis cool. Pourquoi sur les pubs, je ne serais pas comme ça? Au moins, les gens, quand ils viennent te voir après, ils ne sont pas surpris par qui tu es parce que tu es la même personne, que tu sois un enregistrement de podcast, que tu sois sur une pub ou autre. Donc, être vigilant à voir justement quand cette société actuelle peut nous aspirer vers des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous à court, moyen et long terme. Et ça, cette vigilance-là, elle est pour moi très importante pour pas dire vitale même. D'ailleurs, on te pose la question pour les enfants, comment on peut les aider aussi à se prémunir de ça, parce qu'ils vont être encore plus exposés que nous, à ce côté validation, copier les autres, uniformisation en fait. Tu pourras toujours dire ce que tu veux à un enfant, il va surtout regarder comment toi tu agis. L'exemple. Et quand moi je dis à mes enfants, parce que moi je forme en préparation mentale, mais j'ai le sentiment, et j'en suis convaincu, que mon éducation, je les éduque aussi ma femme et moi évidemment, je ne suis pas tout seul, mais à avoir conscience de ses émotions, voir ce qui se trame quand à un moment donné on agit d'une façon qui n'est pas bonne pour nous. Et donc, au-delà de leur dire, c'est important de faire ça, faire ça, faire ça,
déjà démontrer, mais pas leur dire, t'as vu, j'ai fait ça. Non, être la personne que toi, t'aimerais qu'il soit. Exemple, il y a de ça quelques temps, je me dispute avec mon fils et je m'énerve. Tu sais, je suis en colère. Et d'ailleurs, ça peut déculpabiliser tous les parents qui nous écoutent. Trouver un parent qui n'a jamais été en colère, qui n'a jamais été énervé, qui n'a jamais voulu envoyer leurs enfants à 1000 km juste pour avoir au moins 1 heure de calme et de paix. Bref, je referme la parenthèse. Mais à ce moment-là, je dis des choses qui dépassent ma pensée. Et comme beaucoup de parents, après, je regrette ce que j'ai dit et je regrette de m'être emporté comme ça. 2 possibilités. Soit je reste dans cette situation-là en me disant, bah, c'est comme ça, c'est moi le père, c'est moi qui ai raison. Ou alors je me dis, tiens, quel père j'aurais aimé avoir à ce moment-là. Et là, je me dis, OK, je vais voir mon fils et je lui dis, écoute, tout à l'heure, il s'est passé ça. Factuellement, tu as fait ça, moi j'ai fait ça. Je me suis énervé et je t'ai dit ça. Et aujourd'hui, je regrette. Donc juste, pour les paroles que j'ai tenues, je tiens à m'excuser. Là, juste si on fait une pause et qu'on prend de la hauteur, c'est facile de dire à un enfant qu'il faut qu'il s'améliore, qu'il écoute ce que disent les autres, que quand il dit des bêtises, enfin, qu'il faut dire la vérité, etc. Mais imagine, en tout cas moi c'est ma perception, mais un enfant qui voit son père être imparfait, à quel point ça va l'autoriser plus tard à aussi être imparfait. Parce que le risque, c'est de vouloir donner une image de soi qui est tellement idéalisée qu'on est en train de créer des enfants qui ont cette fausse image de nous, où ils pensent que la perfection est la norme. Moi, je lui dis, écoute, parfois, je suis un papa qui agit bien, parfois, je me plante, je fais du mieux que je peux, je t'aime énormément, et je te demande juste de me pardonner par rapport à ça. Si tu me pardonnes, c'est cool, si tu me pardonnes pas, tant pis. Mais en tout cas, je saurai que la prochaine fois, je serai vigilant par rapport à ça. Et là, forcément, ça finit par un je t'aime papa et tout ça. Parce que les enfants observent. Et je parle de relations avec les enfants. C'est la même chose avec ton équipe. C'est la même chose avec les gens que tu côtoies. C'est faire preuve de vulnérabilité. C'est aussi démontrer, incarner ce qu'on propose. Et ça, pour moi, c'est très important. Et les enfants de demain, si je termine par ça, mais les enfants de demain, si on peut leur apprendre, tu sais, rien que ce qu'il y a dans le livre, à apprendre à qui l'on est, comment s'entourer de personnes qui nous boostent, qui nous stimulent, comment faire pour se positionner justement face à des gens qui sont entre guillemets nuisibles pour nous, comment on fait pour atteindre des objectifs ambitieux, pour aller au-delà de ce qu'on pourrait croire être possible. Et ça, tu fais des gens qui vont nécessairement vers un épanouissement. Et ça, c'est plutôt chouette. Alors justement, tu as créé une méthode qui s'appelle la méthode MAP, M-A-P. Donc c'est l'acronyme de moi, autres, les autres et parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu l'as créé ? Parce qu'en fait, tu sais, moi j'aime bien les choses qui sont simples. Simples et surtout pratico-pratiques. Pendant quelques années comme ça, je lisais beaucoup d'études, les neurosciences et tout, mais je me dis, mais ça saturait mon cerveau. Et je me dis, mais concrètement, sur le terrain, comment on fait ? Donc là, moi, ma quête, c'est aussi de proposer des choses les plus simples possibles, mais qui, appliquées avec excellence, donnent des résultats exceptionnels. Et le concept MAP, donc MAP, ça veut dire carte en anglais, c'était l'idée de prendre de la hauteur par rapport à soi, et puis d'observer sa propre carte. Et là, sa propre carte, c'est le M de MAP, c'est moi. Moi, où est-ce que j'en suis ? Au niveau de mes pensées, de mon focus, de mon énergie, de ce qui m'anime en ce moment profondément. Donc ça, c'est important. Déjà, de regarder son tableau de bord avec le M, moi, où j'en suis là ? Et c'est aussi une question que je pose aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes au niveau de votre énergie, au niveau de vos pensées ? Est-ce que vous avez tendance à être focalisé plus sur ce qui va mal, sur le mauvais temps, ou alors est-ce qu'inversement, vous avez tendance à vous focaliser sur des choses qui sont plutôt cool ? Maintenant, sans être addict au tout va bien, c'est génial et tout ça, mais juste s'observer, d'accord ? Pour après pouvoir recalibrer. Ensuite, le A des autres, c'est l'environnement. Donc là, moi, dans mon environnement, où est-ce que j'en suis vis-à-vis des autres ? Est-ce que j'ai tendance à être critique ? Est-ce que j'ai tendance à avoir des relations qui sont plutôt négatives, qui sont plutôt désagréables, qui sont complexes ? Où est-ce que j'en suis ? Et après, le P de parcours, c'est vraiment où est-ce que j'en suis dans mon parcours de vie ? Tiens,
sur cette carte-là? Où est-ce que j'en suis par rapport à hier, par rapport à la semaine dernière, par rapport à un an en arrière? Est-ce que je suis toujours au même point? Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'avance dans la bonne direction? Est-ce que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés? Est-ce que je me suis fixé des objectifs, oui ou non? Tu vois, ça va permettre comme ça, et c'est tout l'objet de ce livre-là, et je l'apprends à le faire encore plus précisément, mais ce map-là, c'est la base. C'est la base pour éviter justement d'être en mode mental, où on va avancer comme une poule sans tête en allant dans tous les sens, un peu en étant dispersé, éparpillé, plus savoir ce qu'on fait, ni pourquoi, ni comment, etc. Au contraire, on va se réaligner, être beaucoup plus ancré, être beaucoup plus solide, trouver la posture juste, les pensées qui soient le plus justes possible, les émotions qui soient justes, les actions qui soient le plus justes possible, pour avoir une vie qui nous inspire et qui nous permette d'augmenter notre confiance en soi, confiance en nous, estime personnelle, etc., et dépasser ses propres limites, parce que c'est derrière les limites qu'on se pose aujourd'hui qu'il y a ces sources d'apprentissage et ces sources qui vont nous permettre de grandir et d'évoluer. Limiter peur, parce que j'imagine qu'il y a la thématique des peurs aussi qui doit revenir, les peurs qu'on peut avoir. Le cerveau, tu sais, il est binaire. Quand il ne connaît pas, il t'envoie une décharge en disant attention, danger. Donc la peur, elle est saine. Maintenant, quand la peur se dégrade, elle devient une angoisse. Donc c'est ça qui va être intéressant d'observer. Que vous ayez peur, c'est tout à fait normal. Là, moi, je suis en lancement de la nouvelle promotion. J'ai peur, mais c'est juste des peurs qui amènent quelques doutes. Tu vois, mais est-ce que c'est une peur viscérale? Non. Parce que tu dis toujours, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je fais la bonne communication? Est-ce que je vais attirer les bonnes personnes? Toujours, est-ce que c'est des peurs? Non, c'est plus des doutes. Mais maintenant, plus ça va, la peur, c'est quelque chose qui dure quelques secondes, quelques minutes, pas plus. Mais si ça reste, si ça se dégrade, ce sentiment-là va générer de l'angoisse. Et d'où l'importance aussi de la préparation mentale, c'est se préparer mentalement à des événements futurs pour que le cerveau ait le sentiment qu'il l'a déjà fait et qu'il en est en capacité de le faire. Donc là, ça va permettre justement de diminuer les peurs et de les transformer en quelque chose de très stimulant. Tu dis aussi dans ton livre, il y a une phrase que je me suis notée, il y a une différence entre contrôler et maîtriser sa vie. Je trouvais ça intéressant. C'est quoi la différence entre les deux? La différence, ça va être l'énergie qu'on y met, le résultat qu'on obtient. Quand tu es dans le contrôle, un petit peu comme quelqu'un qui va débuter une nouvelle activité, il découvre, il est un peu maladroit, donc là, il va être en contrôle, il va contrôler ses gestes, il va pas savoir doser son énergie, il va être un peu maladroit. Alors que celui qui maîtrise une discipline, un peu comme le maître maîtrise, tu vois, ça paraît simple. Il n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour avoir un beau résultat. Et c'est ça qui va être intéressant par rapport à sa vie, c'est quand est-ce qu'on est en mesure de maîtriser sa vie. Et maîtriser sa vie, c'est voir quand elle nous convient, ressentir quand elle ne nous convient pas peut-être, et d'avoir cette responsabilité de remettre des choses en place pour qu'elles nous conviennent mieux et de façon simple. Ou alors est-ce qu'on est dans le contrôle en permanence, où les relations avec les autres sont difficiles? Ah, je lui ai dit non, parce que je voulais vraiment pas. Tu vois, tu dépenses beaucoup d'énergie, il y a des ruminations, tout ça, là, tu es dans le contrôle. Alors que si tu es dans cette maîtrise, tu dis non, avec de l'assertivité, quand tu as besoin de dire non, et c'est OK, on passe à autre chose. Tu vois, donc c'est cette notion de quelle énergie je dépense par rapport au résultat obtenu. Et souvent, quand on est dans le contrôle, on dépense beaucoup d'énergie pour un résultat qui est assez faible, versus quand on est dans la maîtrise, on dépense moins d'énergie pour un résultat qui est beaucoup plus élevé. Et ça passe par l'entraînement. Ça s'apprend. Parce que ça s'apprend. Ça s'apprend, ça s'intègre, et ensuite, on s'exerce. Au début, ça va te paraître difficile, compliqué, ça va te demander beaucoup d'efforts. Et de plus en plus, tu vas arriver vers cette maîtrise, vers cette excellence dans ce que tu proposes. Je prends toujours l'exemple du sport parce que c'est ça. Tu vas voir quelqu'un qui est ceinture blanche en judo, en karaté, en ce que tu veux. Il est maladroit, il fait des choses, mais tu vois qu'il est débutant. Alors que le maître, lui, qui est ceinture noire et tout ça, ça va être beaucoup plus fluide, ça semble facile. Un peu comme quand tu vois des athlètes olympiques, tu te dis mais c'est simple en fait. Moi, j'accompagne un skieur olympique. Tu le vois descendre, même
tu as l'impression que c'est une piste verte. Sauf que quand tu vois la pente, c'est une piste qui descend à 120 km/h, le moindre écart peut être fatal. Là, tu te dis qu'il est en maîtrise de son art, tu vois. Alors que moi, j'irais à sa place, bah, ça serait pas du tout le même résultat et je dépenserais beaucoup plus d'énergie que lui, tu vois. Ça me fait penser à ce concept, tu sais, de flow. Quand on dit on est dans le flow, qu'on fait les choses parce qu'elles font sens et qu'on y passe sans lutte, en fait. Ça me fait penser un peu à ce concept-là aussi. C'est exactement ça. Le flow, l'état de grâce, la zone optimale, moi je l'appelle la zone de maîtrise. C'est dans cette zone où tu maîtrises tes émotions, tes pensées, tes comportements, où tu as le sentiment, d'ailleurs, c'est ce que nous disent tous les grands sportifs qui ont été dans cet état de flow. Moi, je l'ai été quand je faisais du sport à haut niveau, je l'ai été aussi quand j'ai fait certaines conférences, où tu as le sentiment d'être... C'est facile, toi, avec toi-même, c'est facile avec l'environnement, tu as l'impression que les choses sont fluides, tout roule en réalité. Tu as même une distorsion complète du temps, où le temps, tu as le sentiment qu'il s'arrête. Et ça, c'est passionnant, c'est fascinant. Et c'est tout l'objet de la préparation mentale. Pour pas justement que l'athlète, le dirigeant, l'homme, la femme qui a un événement ou qui, peu importe son quotidien, eh bien, il soit dans cette capacité à retrouver facilement cet état de flow et pas qu'ils disent aujourd'hui, j'étais pas dedans. Aujourd'hui, non, c'était pas mon jour. On va tout mettre en œuvre. Et ça passe par l'entraînement mental, l'entraînement neuro-émotionnel, pour que la personne puisse facilement accéder à cette zone de flow. Eh bien écoute Geoffrey, je pense que ça fait un super mot de la fin. On arrive au bout de notre échange. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour nos auditeurs, auditrices, pour conclure cet échange? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de tout ce qu'on s'est dit? Par rapport à tout ce qu'on a dit, finalement, aujourd'hui, la situation dans laquelle vous êtes, c'est en grande partie suite aux choses que vous avez pu mettre en place par rapport à votre niveau de pensée, vos émotions que vous avez pu avoir, qui vous permettent d'avoir des résultats que vous avez aujourd'hui. Qu'ils soient agréables, désagréables, qui vous conviennent ou qui ne vous conviennent pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en prenant votre responsabilité, vous allez pouvoir designer, vraiment vous dessiner ce futur qui vous anime, qui vous inspire. Et quand on vous dit que c'est difficile, dites-vous que ça va être possible et que, selon moi, l'univers, ce qui nous entoure, favorise toujours des gens qui passent à l'action parce que c'est pas forcément les meilleurs qui réussissent, c'est toujours les plus persévérants. Donc agir avec le cœur, agir en son âme et conscience et surtout faire du mieux qu'on peut sans culpabiliser. Bah moi, je retiens agir avec le cœur, en tout cas. C'est ce qui vraiment a résonné en moi. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi, Geoffrey, aujourd'hui. Merci beaucoup. Pareillement. Merci beaucoup pour ton invitation. Avec plaisir. Où est-ce qu'on te retrouve, Geoffrey ? Partout. Si tu ne me retrouves pas aujourd'hui, c'est que je fais mal mon job. Donc, concrètement, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, c'est Puissance Mentale. Vous mettez dans Google Puissance Mentale. J'ai un podcast aussi, Puissance Mentale, avec un épisode qui sort chaque semaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je fais en sorte d'être aussi accessible. Donc, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé, ressenti par rapport à l'échange qu'on a eu aujourd'hui sur le podcast Epion Podcast. Super, on remettra toutes ces coordonnées en tout cas dans les références du podcast. Merci beaucoup Geoffrey, et puis je te souhaite une très belle continuation. Merci à toi, pareillement, et plein de belles choses à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.